l'actualité africaine fréquente sur nos antennes. À toutes et à tous, bienvenue. Ouvrons notre boîte à actualité africaine de ce numéro avec la Tunisie où le PDG du groupe Shaw en détention pour corruption. Un procureur du pôle économique et financier a émis un mandat de dépôt contre Abdelaziz Maloufi dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption financière et administrative dans la gestion du domaine étatique des Sahel. Le patron du groupe Shaw, premier exportateur d'huile d'olive de Tunisie, qui exploite une immense plantation d'oliviers appartenant à l'État, a été placé en détention pour des soupçons de corruption, ont annoncé plusieurs médias tunisiens lundi. Un procureur du pôle économique et financier à Tunis a émis un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires Abdelaziz Maloufi dont le groupe Shaw est connu à l'étranger pour ce marque Tira Delissa ou Moresh, a indiqué le site d'information Business News citant une source proche du dossier. Maloufi est également président du club sportif Sfaxien CSS de Sfax, l'un des principaux clubs du pays, avait été interpellé dès novembre dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption financière et administrative dans la gestion du domaine étatique des Sahel qui s'étend sur 420 000 hectares dont environ 360 000 plantés en olivier. On va partir du côté de Mali où le PDG de la société minière australienne Resolute a arrêté et placé en garde à vue à Bamako. Brutalement interpellé dans la soirée du vendredi 9 octobre dans un hôtel de Bamako, Terence Olahan, le PDG de la compagnie australienne Resolute, propriétaire d'une mine d'or au Mali, a été placé en garde à vue à la brigade du pôle économique, en compagnie de deux de ses collaborateurs expatriés. Au cœur de l'affaire, un litige financier avec les autorités maliennes. Le PDG et des cadres de la compagnie aurifère australienne Resolute, propriétaire de la mine d'or des Siama dans le sud-est du Mali, ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient à Bamako pour discuter de litiges en cours avec les autorités, a confirmé l'entreprise dimanche 10 novembre. Terence Olahan et son groupe sont accusés de faux présumés et d'atteinte aux biens publics. Il s'agit d'une affaire de gros sous, confie de son côté à une source proche de l'enquête. Resolute doit beaucoup d'argent à l'État malien et ses pratiques commerciales sont tout sauf orthodoxes, précise encore celle-ci. S'il n'hésite pas à se défendre devant les enquêteurs, Terence Olahan et les deux collaborateurs avec lesquels il a été placé en garde à vue ne souhaitent cependant pas pour le moment se fâcher avec le pouvoir malien. Selon un document officiel consulté par une radio de la place, prête à faire un effort pour régler une partie de la somme colossale que lui réclament les autorités maliennes. Et Resolute s'emploie à trouver avec le gouvernement malien un accord qui garantisse l'avenir à long terme de la mine d'or des Siama. En même temps, sa priorité absolue reste la sécurité et le bien-être de ses employés, affirme l'entreprise qui précise aussi que ses cadres bénéficient du soutien des ambassades et consulats du Royaume-Uni et d'autres pays présents au Mali. Reste qu'ici aucun consensus n'est trouvé entre les deux parties. Les trois hauts responsables des Resolute risquent d'être inculpés. D'autant plus que la junte au pouvoir reste pour le moment inflexible. Resolute détient actuellement 90% de parts de la société propriétaire de la mine d'or des Siama. Le 20% restant sont entre les mains de l'État malien.
On va venir du côté du Mozambique où le jeune se détourne du Frélimo. Le Mozambique entre dans la 4e phase de la contestation électorale. C'est ce qu'a annoncé hier, lundi 11 novembre, Venancio Mondlane. Le candidat de l'opposition à la présidentielle s'est exprimé dans une vidéo postée sur Facebook. L'appel de Venancio Mondlane est aujourd'hui largement entendu par la jeunesse qui ne se reconnaît pas dans le parti Samora Machel, le père de l'indépendance. L'université Eduardo Mondlane porte le nom du fondateur des Frélimo. À l'entrée, une fresque rappelle le rôle du parti dans la lutte pour l'indépendance et la guerre civile au Mozambique. Mais pour Conceição, 19 ans aujourd'hui, le Frélimo radote. Les Frélimo et les partis de l'indépendance, blablabla, si l'argument ne marche plus, moi, j'ai besoin de résultats aujourd'hui, pas hier. Le jeune Mozambicain a des diplômes mais pas d'emploi. Il demande des opportunités d'avenir. Pour la première fois depuis l'indépendance, ces élections ont vu de candidats qui n'ont pas participé à la guerre civile de 1977 à 1992. Venancio Mondlane en fait partie. Et tant mieux, selon Sergio, 23 ans, des personnes critiquent Venancio Mondlane parce qu'il n'était pas un combattant. Tout ça n'a aucune importance dans une démocratie. Militaire ou civile, ce qui compte, c'est la cause. Avoir pris les armes, pour moi, ça n'a aucun rapport. Venancio Mondlane a commencé sa vie politique au Frélimo avant de passer à l'opposition. D'abord au MDM, puis à la Renamo. Aujourd'hui candidat indépendant, il est soutenu par Podemos, un parti fondé par des anciens du Frélimo. Il continue de rejeter le résultat provisoire des élections générales fournies par la commission électorale. Il donne vainqueur Daniel Chapo, candidat du Frélimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance. Nous allons revenir du côté de la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville qui planche sur la coopération et les défis sécuritaires. La 10e session de la Commission spéciale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo s'est ouverte hier, lundi, à Kinshasa. Ces rencontres, prévues jusqu'au 13 novembre, visent à renforcer la coopération bilatérale face aux défis sécuritaires et humanitaires partagés par les deux pays. Les discussions sont menées à sous-commission avec pour objectif de consolider la confiance mutuelle et d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations communes. Malentendus, suspicions et litiges inutiles, voilà des termes qui résonnent souvent dans les couloirs officiels de deux Congos. Ces capitales voisines, le plus proche au monde, partagent aussi des défis sécuritaires. Parmi ceux-ci, le conflit intercommunautaire dans le Maindombe en RDC qui oppose depuis juin 2022 les communautés Téké et Yaka avec des centaines de morts et de milliers de déplacés dont certains trouvent refuge au Congo-Brazzaville. Kinshasa évoque parfois une main noire derrière ces violences sans en identifier clairement l'origine. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur congolais, Raymond Zéphirin Mboulou, a insisté sur l'importance du vivre ensemble et de la confiance mutuelle. La RDC et la République du Congo ont un dénominateur commun, c'est le Congo. Il est notre terre partagée, notre richesse, notre vie. Il a fondé notre peuple et a forgé notre culture. Travaillons à le protéger des suspicions et des litiges inutiles. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République du Congo ont récemment été marquées par des tensions liées à la politique de Brazzaville envers le Rwanda. En mai dernier, les informations ont fait état d'une cession de terres agricoles du Congo-Brazzaville au Rwanda, suscitant des interrogations à Kinshasa quant aux motivations de cette initiative.
va prendre une nouvelle direction, histoire d'arriver au Sénégal pour justement parler de législative au Sénégal. Les défections dans l'opposition ne cessent d'accroître. La bataille pour la conquête de l'Assemblée nationale au Sénégal entre dans sa dernière ligne droite. Et les différents protagonistes rivalisent d'ardeur à moins d'une semaine d'une élection marquée par de nombreuses défections dans le rang de l'opposition. À moins d'une semaine des législatives au Sénégal, pouvoir et opposition jettent leur dernière force dans la bataille de la capitale Dakar, du porte-à-porte pour cette intercoalition de l'opposition. Un meeting folklorique pour ce partisan du pouvoir, mais un seul mot dans chaque champ, la confiance pour la victoire. On est dans un très beau état d'esprit. On sent que les Sénégalais commencent à avoir cette conscience, même parmi ceux qui ont voté pour les partis au pouvoir pendant la présidentielle. Il y en a qui ont cette prise de conscience qui veulent que les institutions soient équilibrées. Nous croyons en notre victoire pour une majorité au soir du 17 novembre avec notre tête de liste dans la commune. Nous sommes confiants, nous allons l'emporter ici, en Bao, s'il pleut à Dieu. Mais le sujet qui nourrit le passion, ce sont les nombreuses défections dans le rang de l'opposition en faveur du pouvoir. Une démarche fustigée par l'opposition et assumée par le PASTEF, mais qui suscite des interrogations. D'autant que le PASTEF, alors dans l'opposition, s'est toujours opposé à cet acte. Les Sénégalais se rendront aux urnes le 17 novembre prochain pour élire 165 députés avec une équation, le taux de participation. On va boucler notre boîte à actualité africaine de ce numéro avec le Soudan où une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite. Pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan, il y a plus d'un an et demi, le groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est déplacé à Port-Soudan, une visite de 3 jours qui vise à examiner la situation sur le terrain, explique l'agence de presse officielle SUNA. Les experts devraient rencontrer les instances nationales chargées de l'application de la décision 1591 de 2005 de l'ONU relative à la situation Darfour. La guerre au Soudan oppose le paramilitaire des forces de soutien rapide FSR dirigé par le général Mohamed Hamadan Daglo dit Emedit à l'armée régulière dirigée par Abdel Fattah al-Burhan. Le Conseil souverain soudanais préside de facto par le général Burhan a affirmé que toutes les facilités nécessaires seront fournies au groupe d'experts pour qu'il mène à bien sa mission. Le groupe d'experts a commencé son travail en rencontrant le membre de la coordination nationale soudanaise chargé de suivre l'application de la décision 1591 de l'ONU. Cette coordination dépend de la haute commission de suivi de l'application de cette décision dirigée par le général Ibrahim Jaber. Selon un communiqué du Conseil souverain, les membres de la coordination ont mis les groupes d'experts au courant des crimes et des exactions étendues commises par forces de soutien rapide FSR en sigle envers le civil. Et c'est là dans les différents États du Darfour comme ailleurs au Soudan. La résolution 1591 avait placé des personnes et des entités non gouvernementales au Darfour comme les Djaoudiaouides sous embargo sur les armes. Et cet embargo comprend l'assistance ou la formation militaire que des pays tiers pourraient fournir aux combattants du Darfour. Vendredi dernier, le 8 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'ajout à la liste des sanctions propres à la résolution 1591 de 2 responsables militaires des forces de soutien rapide. Il s'agit de 2 chefs de division au Darfour, Abdel Rahman Djouma Barkala et Osman Mohameda Hamid Mohamed. Leurs avoirs sont désormais gelés et ils sont interdits de voyager.
C'est ici que nous mettons en terme aux actualités africaines de ce numéro. Messieurs et dames, on se retrouve à très vite.